Donc, bienvenue dans cette vidéo. On a le plaisir d'accueillir Mathis Perrin en direct de la Lettonie. Vidéo particulière aujourd'hui puisque toi, multiple investisseur, entrepreneur, a visité beaucoup de pays et tu as fait un choix particulier, la Lettonie. Et tu vas nous dire dans cette vidéo pourquoi et allons faire un comparatif de pays. Je te laisse te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Sur ta chaîne, c'est un plaisir. Et puis bonjour à tous, donc on va parler effectivement d'investissement à l'étranger. Je suis ici avec toi à Riga pour acheter un appartement. De mon côté, pour me présenter rapidement, j'ai acheté aujourd'hui 35 lots immobiliers en France, à l'étranger, très principalement en France, des immeubles de rapport, mais également des biens aussi classiques dans des copropriétés. Et également une villa à Bali qui a été mon premier achat à l'étranger. Et depuis, j'explore un petit peu le monde à la recherche d'opportunités, en visitant plein de pays, en essayant de comparer un petit peu le pour et le contre, en voyant un peu les opportunités, ce qui est possible de faire. Et comme ça, j'en ai visité des dizaines. J'ai fait pas mal de vidéos également sur ma chaîne YouTube où je montre et j'analyse différents pays. J'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Malaisie, j'ai fait Hong Kong, l'Europe du Sud, etc. Également l'île Maurice. Et j'en ai fait des vidéos pour expliquer un petit peu pourquoi je me suis rendu sur place, qu'est-ce qui était intéressant, les points positifs, les points négatifs. Et au final, l'aboutissement de tout ça, c'est que je finis par acheter ici à Riga. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant de faire une petite vidéo pour en parler, pour se dire, d'essayer de comprendre la logique, le raisonnement qu'il y a derrière tout ça. Donc je suis content d'en parler aujourd'hui avec toi dans cette... Génial, excellent, excellent. Plaisir partagé. Et du coup, un peu en arrière, qu'est-ce qui t'a fait du coup choisir Bali pour commencer à investir dans l'immobilier à l'étranger? Peut-être deux questions en une. À partir de quel niveau de patrimoine tu t'es lancé à l'étranger? Je pense que c'est intéressant de préciser. Effectivement, c'est un point qui est super important. Alors, qu'est-ce qui m'a fait me lancer à Bali? Une raison très très simple, ça a été le fait que j'étais sur place. J'étais sur place pendant 9 mois. J'ai vécu là-bas pendant 9 mois en fait en 2020-2021. Donc, si pour ceux qui font le rapprochement, c'était une période assez compliquée dans le monde en termes de voyage et en termes de déplacement, mais également c'était une période compliquée d'un point de vue immobilier, puisque forcément il n'y avait aucun touriste sur Bali. Et j'ai vu l'opportunité en fait d'y investir, puisque les prix étaient bas, il y avait beaucoup d'opportunités, il y avait beaucoup moins d'acheteurs aussi. Donc j'ai pris ce risque-là avec mon associé et ami Marc et on s'est dit allons-y, achetons une maison, faisons construire une villa sur un terrain en partant de zéro. Vraiment, ça a pris 1 an et demi. Même si c'était finalement assez risqué puisqu'à l'époque le tourisme était totalement à l'arrêt. Littéralement le prix d'une nuit dans une villa c'était descendu à 50-60 euros par nuit. Alors qu'aujourd'hui, dans un contexte plus normal, on est entre 400 et 500 euros pour une nuit dans une villa à peu près similaire, tu vois. Donc pour te dire, c'était littéralement divisé par 10. C'était une prise de risque. Mais le fait d'être sur place, le fait de comprendre aussi un peu la logique du marché, de me dire que ça n'allait pas durer éternellement ce problème-là, ça m'a fait me dire, ok, le jeu en vaut la chandelle, le risque vraiment vaut le coup. Et donc on s'est lancé dans ce projet-là. C'était un peu le début. Et à partir de quel niveau de patrimoine? J'avais déjà plusieurs dizaines de biens. Je pense que je devais être autour de 20 biens en France au moment où j'ai fait ce projet-là. Donc et c'est vrai que ce que je recommande en général, c'est de s'intéresser à l'étranger au moment où vous avez déjà un patrimoine qui est assez important en France. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple d'acheter près de chez soi. C'est quelque chose qui est logique. Mais surtout en France, on a un avantage qui est extrêmement, on va dire, unique dans le monde. C'est l'effet levier, c'est la facilité à lever de l'argent à des taux qui sont extrêmement bas. Et ça, c'est vraiment littéralement unique au monde. Je pense que c'est l'un des meilleurs systèmes au monde pour emprunter et pour acheter de l'immobilier. On a les taux les plus bas. On a des capacités de financement qui sont dingues. C'est-à-dire que c'est très simple de faire des prêts sur des durées qui sont très longues, entre 20 et 25 ans, voire même parfois 30 ans. Et également, on a des conditions de financement qui sont extrêmement intéressantes. Moi, j'ai notamment beaucoup utilisé la notion j'arrivais de différer, j'avais pas de mots, de différer de remboursement. Je sais pas si tu connais cette notion-là qui permet de rembourser, en fait, de commencer à rembourser seulement X mois après l'achat. Donc tu as acheté un bien, là on est en novembre 2024, tu fais un différé de 2 ans, tu vas commencer à payer l'intégralité de ta mensualité en novembre 2026. En attendant, tu payes seulement les intérêts et l'assurance. Donc moi j'ai eu par exemple des biens où je payais 100 euros par mois ce d'intérêt d'assurance, tu vois, pendant 2 ans, et j'avais plus de 2000 euros de loyer qui tombaient. Donc en fait j'ai fait ça pendant longtemps et au final je pense qu'avant d'arriver à un certain niveau d'endettement et un niveau de patrimoine en France, c'est intéressant de maximiser d'abord sur place avant d'aller chercher finalement à aller se diversifier à l'étranger. Et en l'occurrence moi c'était un peu l'opportunité que j'avais à Bali en étant sur place. Ouais, par cohérence patrimoniale d'une part, parce que tu as un certain niveau, et puis d'intérêt personnel. Ouais, également. Tu passes un peu de temps sur place. Tout à fait, alors c'est ça. Toi, ton horizon d'investissement sur ce projet balinais, du coup, Ouais. c'est quoi? T'en es où de ton cycle d'investissement? Comment? Alors, c'est une bonne question. C'est bien qui a été signé du coup en début 2021, en janvier 2021. La construction a pris 1 an et demi, donc en août 2022, elle était en location, cette villa. Ça fait 1 an et demi qu'elle est exploitée, donc globalement, c'est ça. Non, 2 ans et demi, bon, je peux me perdre dans mes chiffres. Ouais, c'est ça, ça fait... Je suis perdu, désolé, je suis fatigué. 2022, 2024.
Ah ouais, il y a 2 ans, là, ça fait déjà 2 ans. T'as le temps. 2 ans, ouais. Juste quand on s'amuse. Ouais, non, mais là, c'est fou. Ok, donc 2 ans et demi, ouais, déjà 2 ans et demi qu'elle a exploité cette villa. L'idée, c'était d'acheter donc une villa. Donc, pour rappel, à Bali, on ne peut pas acheter la terre. Donc, c'est un leasehold. Ça signifie que le terrain est sur une location à longue durée. Donc, le terrain a été loué sur 30 ans. On a une extension de 20 ans qui est déjà contractuelle, donc 50 ans au total. Et on peut encore étendre jusqu'à 99 ans. Ok, donc, c'est pas un investissement qui est classique par rapport à ce qu'on peut avoir ici en Lettonie, par exemple, ou en France. De ce fait-là, nous, on s'était dit, on garde ce bien une petite dizaine d'années. Et après, on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on revend? Est-ce qu'on garde? Est-ce que, voilà, si ça va être un peu le raisonnement qui se fera là, la villa, logiquement, sera payée largement. Enfin, on a été payé, en l'occurrence, on l'a acheté cash, mais je veux dire, les revenus auront largement remboursé notre investissement initial et on pourra réfléchir à revendre ou à faire autre chose. Voilà, conserver, voilà. Ça dépendra du montant des loyers, de la concurrence, du taux de remplissage, puis également de la plus latente, bien sûr. Hein, Bien sûr. ça dépendra de ça. C'est un événement de liquidité à récupérer tout prochainement. Aussi, tu m'as dit que les prix ont doublé, voire. Ouais, là, ils ont doublé littéralement. Les prix de la gestion ont doublé. Belle prise de risque, hein. Tu as eu le nez creux en 2020. Ouais, c'est un peu risqué, bien sûr, mais ouais, c'est clair que ça a valu le coup. Et on verra après, ouais, effectivement, à combien seront les prix à ce moment-là. Est-ce que j'estime que c'est encore un bon risk-reward de conserver plutôt que de revendre. Voilà, ça sera vraiment un raisonnement comme ça. Tu as évoqué donc le leasehold, c'est le bail amphithéotique, donc c'est très bon point. Est-ce que tu as eu des challenges en particulier sur ce projet? Alors des challenges, il y a toujours, hein, forcément, il y a eu la recherche du terrain, il y a eu après les plans de construction qui ont été faits par la société de construction avec un cabinet d'architectes sur place en local. Donc il y a eu des challenges, tu vois, de choisir le bon design, d'adapter un petit peu tout ça. Il faut avouer que l'entreprise sur place a fait un très bon travail, donc ça c'était quand même très appréciable. Il faut dire que tu as délayé l'enchaînement bien sûr de l'opération. Ouais, parce qu'on est quand même dans des endroits où c'est pas du tout des mêmes cultures que ce qu'on a en France. C'est pas du tout aussi simple non plus de gérer avec la partie administrative, la partie juridique, fiscale, etc. Donc j'ai préféré, et on a préféré avec Marc, déléguer en fait l'intégralité de ce projet-là. Et la partie construction, bien sûr, voilà, ça demande une gestion qui est quotidienne. Moi, j'étais pas là durant toute la durée du chantier. Forcément, je peux passer 1 an et demi sur place. Et donc, je voulais des partenaires de confiance qui puissent aller au quotidien, gérer un petit peu tout ça, voir si tout se passe bien, que tout soit bien respecté dans les plans, etc. Les délais également. Et donc pour toutes ces raisons, voilà, j'ai délégué. Et les challenges, ça a été, on a eu un peu de retard sur cette villa, on a eu environ 5-6 mois de retard. Mais ce qui est finalement assez cohérent par rapport à la période dans laquelle on était, il y avait pas mal de pénuries d'un point de vue matériaux, les prix ont beaucoup augmenté aussi sur les matériaux, ce qui ne nous a pas été affecté sur le prix de la villa. Donc pour toutes ces raisons, voilà, c'était assez logique. À part ça, pas de gros challenge. Hein, donc, heureusement bien accompagné. Bravo. C'est clair que si on avait fait ce projet sans être accompagné par une personne sur place qui maîtrise les subtilités, ça n'aurait pas du tout été la même histoire. L'administratif, les documents, les notaires, tout est compliqué en Indonésie. C'est pas du tout ce qu'on peut connaître en Europe de l'Ouest, d'un point de vue simplicité administrative, d'un point de vue régulation aussi, sécurité d'investissement. Voilà, il y a plein de choses qui sont quand même très spécifiques. Donc c'est toujours bien d'être accompagné. Voilà. Logique, mais c'est un très 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 bon point à mettre en avant. Ouais. Là aujourd'hui, si c'était à refaire aux conditions de marché actuelles, est-ce que tu le referais? La réponse est évidente parce que du coup je refais pas. Je pourrais en racheter une autre, mais je fais pas actuellement. J'estime que les prix ont. Là, j'attends un petit peu de voir en fait l'évolution des prix des loyers en fait surtout. Et là, je trouve que les prix de construction ont beaucoup augmenté à Bali en général. Les prix des terrains aussi, tout a augmenté très fortement. Et combien à peu près une fourchette pour avoir une grande. Dépendamment des villes, mais d'accord. Sur les villes les plus demandées, ça peut faire x3, x4, x5 sur les terrains, par exemple. Wow. Et sur les constructions, on est globalement sur x2 par rapport à avant la période que je nomme pas pour l'algorithme, bien sûr. Tu as compris. Merci. Donc voilà, pour cette raison-là, j'attends de voir l'évolution des prix de location Airbnb et Booking. En fonction de ça, en fait, le calcul est très simple. Si je vois que le prix par nuitée suit en fait cette croissance qu'on a eu au niveau des prix, là, ça peut être encore intéressant. Je veux dire, si le prix fait x2 en termes de location, c'est pas dérangeant de payer 2 fois plus cher. Okay, si par contre le prix de location n'augmente pas aussi vite que le prix de construction, c'est là où la question se pose. Bien sûr. Actuellement, je reste encore en phase d'observation et donc pour l'instant, je n'ai pas réitéré sur nos projets. Je comprends. Voilà. Quelles autres destinations, pays t'as considéré avant de te lancer à Ria? Pas mal. Beaucoup. J'en fais beaucoup. Je fais pas mal de vidéos sur la chaîne aussi. J'ai aussi fait d'autres pays d'Asie du coup. Donc j'ai étudié la Thaïlande, j'ai étudié la Malaisie, j'ai étudié Hong Kong. Pour résumer rapidement, ces 3 pays sont des pays qui sont dans les mêmes conditions que l'Indonésie, à savoir pas de propriété du sol pour un étranger. Donc ça reste finalement assez complexe pour acheter. Si tu veux acheter autre chose qu'un appartement, c'est assez compliqué. Voilà, les prix restent assez élevés. La Thaïlande, c'est quand même un pays où les prix sont quand même assez importants. Moins accessible donc. Beaucoup moins accessible. La Malaisie, beaucoup de potentiel, je pense, pour la Malaisie. D'accord. Mais un peu de spécificité par rapport au pays, du coup. Donc, je ne suis pas allé non plus sur ce pays-là. Et puis, je voulais pas non plus être trop exposé sur l'Asie, tu vois, pour ces
voilà, je voulais aussi aller voir autre chose. Il y a aussi la proximité géographique qui fait que je préférais aussi aller sur l'Europe. J'ai étudié l'Italie, j'ai étudié l'Espagne, j'ai étudié des pays un peu plus exotiques comme l'Albanie, le Kosovo. En fait, à chaque fois, les choses qui reviennent dans ces pays-là et même en général dans le monde, en fait, c'est soit des opportunités qui sont pas assez intéressantes, donc une rentabilité qui est trop faible au final en location. On va être autour des 3 à 5% par an. Moi, je vais pas aller acheter à l'étranger pour 3 à 5% par an. Autant acheter en France, je peux aller au-delà de 10%. Je le fais facilement sur mes immeubles. J'ai pas de raison d'aller chercher à l'étranger. Okay. Donc, s'il y a déjà ce critère qui n'est pas rempli, j'y vais pas. Si ce critère est rempli, il y a le deuxième critère dont tu me parlais toujours également, c'est est-ce que c'est simple de déployer une opportunité? Est-ce que c'est simple d'acheter? Est-ce que c'est sécurisant? À savoir, est-ce qu'on a un cadre juridique qui est viable et qui est sécurisé? On parlait du Mexique il n'y a pas longtemps ensemble. Et c'est vrai qu'au Mexique, il y a des choses qui ne sont pas forcément extrêmement claires quand tu es propriétaire. Tu as des risques quand tu n'es pas un local, quand tu achètes sur place. On va pas forcément développer ici, mais bon, la sécurité juridique n'est pas la même partout dans le monde. Vous vous doutez bien que quand vous achetez en France et quand vous achetez au Mexique, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas les mêmes réglementations, pas les mêmes fonctionnements. Parfois, il n'y a même pas de notaire. En passant par des avocats. Auquel cas, ça demande d'être vraiment très bien entouré pour être sûr d'acheter à la bonne personne, de ne pas vous faire arnaquer, etc. Donc, soyez très vigilants là-dessus si vous voulez acheter à l'étranger dans des pays où forcément il n'y a pas encore le même système de régulation et de fonctionnement. Méfiez-vous un petit peu de ce système-là et faites-vous bien accompagner par des personnes compétentes pour être sûr de ne pas vous faire avoir par un achat qui pourrait mal se terminer. Des histoires de pièges à éviter dans les pays que tu viens de mentionner, des anecdotes en particulier? Alors pas pour moi, heureusement. Malheureusement, j'ai entendu beaucoup d'histoires de personnes plus ou moins proches que j'ai croisées, avec qui j'ai discuté, qui ont eu des problèmes. Notamment achat à la mauvaise investisseurs aussi qui ont investi eux-mêmes. Mais j'ai entendu des histoires terribles, des drames littéralement, des personnes qui ont investi toutes leurs économies dans un terrain par exemple et qui en fait ont acheté un terrain qui n'appartenait pas à la personne qui l'a vendu. Dans quel pays du coup? En Asie en général. Ça, c'est dans tous les pays d'Asie que tu commences sur. Enfin tous les pays, excuse-moi. Tous les pays d'Asie du Sud-Est, tu as des histoires similaires. Okay. Encore une fois, je ne généralise pas, c'est des cas quand même qui sont assez isolés, mais attention, ça arrive quand même. Ce qui est juste impossible en France par exemple, ou dans des pays occidentaux, tu as un contrôle fait par les notaires. Dans des pays comme ça, parfois c'est moins contrôlé. Donc il faut faire attention, vraiment être vigilant. Et ouais, j'ai entendu des personnes qui ont acheté des terrains à 200 000, 300 000 euros, qui pensaient l'avoir acheté à la bonne personne et qui se sont retrouvés avec un document qui en fait, oui, est un bon document, mais le bien n'appartenant pas à la personne à qui ils les ont acheté le bien, ils se retrouvent avec rien en fait à la fin. Voilà. Et toi, tu as parlé tout à l'heure d'histoire également en Asie où c'est parfois compliqué d'avoir le titre de propriété dans tes mains, quoi. Comme au Vietnam par exemple. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des histoires qui sont extrêmement fréquentes. Je ne sais pas si tu as toi des choses, des anecdotes qui peuvent aller dans ce sens-là. Oui, j'ai déjà l'anecdote bien sûr des précautions à prendre lorsqu'on investit à l'étranger, c'est de se poser la question, est-ce qu'on investit sur une monnaie majeure, type euro, dollar ou quelque chose et qui est corrélé à ces monnaies majeures, ou bien on investit dans une autre monnaie qui a un potentiel de fluctuation. Tout à fait. Comme je pense à la Hongrie notamment. Ouais, qui a eu une grosse dévaluation. Qui a une dévaluation assez importante et du coup qui induit, ou bien comme le Mexique, et du coup qui induit une perte de la marge potentielle sur un investissement. Comme le Mexique, depuis que Claudia Sheinbaum est au gouvernement depuis quelques mois déjà, il y a eu une décote du Mexican peso contre le dollar de plus de 10%. Ouais, donc dans une offre, c'est ça, tu as la performance papier et ensuite tes loyers qui sont payés en pesos, du coup, sont également diminués par rapport à ta monnaie de référence qui est le dollar ou l'euro. Donc ouais, effectivement. Ça peut jouer en notre faveur aussi. Ça peut jouer, effectivement. Exactement. Mais en général, quand tu as une monnaie plutôt faible, ça va plutôt dans le mauvais sens que dans le en général. Et un point qui est important également, c'est pour le type de bien que vous achetez. Ça, c'est une règle qui est importante. Si vous achetez dans certains pays, par exemple, Bali, c'est un bon exemple. Bali, les biens que vous allez revendre, vous allez les vendre en euros ou en dollars. Parce que vous allez les vendre à des expatriés, à des étrangers. Donc, la variation de la monnaie locale n'est pas très importante parce qu'au final, le prix s'évalue toujours en dollars. Tu vois, et c'est le cas à l'île Maurice aussi, par exemple, où je suis allé. Et c'est le cas peut-être au Mexique dans certaines villes, je ne sais pas. Peut-être que si tu es dans des villes très touristiques, étant donné qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vont acheter, peut-être que les prix se négocient directement en dollars, c'est aussi une possibilité, je ne sais pas, je ne maîtrise pas assez. Donc voilà, dans plein de pays en tout cas, tu as cette variation-là, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, par exemple en Thaïlande, dans certains endroits de la Thaïlande, les prix sont négociés en Thai baht, donc en baht thaïlandais. Si la monnaie se dévalue, effectivement, tu perds du pouvoir d'achat. À l'inverse, tu peux en gagner aussi dans votre César. Et bon, encore une fois, Dubaï, tu as passé du temps aux Émirats? Un petit peu. Pourquoi tu n'as pas investi? Pourquoi tu ne souhaites pas aller plus loin sur Je connais du sujet sulfureux. Je connais moins Dubaï que toi, que tu vis aux Émirats, mais j'y ai passé quelques semaines, donc ça reste assez peu pour se faire une idée. Néanmoins, j'ai pu un peu observer, j'ai analysé avec mon œil d'investisseur. Moi, je vois du potentiel aux Émirats en général. Alors, Dubaï, je ne sais pas trop. Tu vois, plutôt autour de Dubaï, on parlait de Bali il y a longtemps. Effectivement, ça peut être des choses à potentiel. Dubaï, je pense qu'il y a de belles choses à faire. Les prix ont beaucoup augmenté récemment, donc ça reste
quelque chose quand même à surveiller sur la valeur potentielle des biens. On est au-delà de le plus haut historique. Excusez-moi, pour compléter, le plus haut historique a été atteint et dépassé de 20% sur Dubaï. Tandis qu'à Abu Dhabi, il y a une valeur à récupérer. C'est toujours en dessous du plus haut historique. À moins, il y a toujours ce delta de 20%. Ok, donc C'est intéressant, surtout que c'est à 1 heure de trajet. ouais, ça, potentiellement, effectivement, après Dubaï, on reste sur des prix quand même carrés qui sont pas très élevés encore aujourd'hui finalement. Alors ça dépend des zones, hein. Les zones qui sont hors de prix, on est d'accord, mais globalement le prix moyen est pas si élevé. Donc au final, pour toutes ces raisons, au final Dubaï peut rester, peut encore avoir du potentiel de croissance. Ça reste une politique de construction massive. Faut pas oublier que Dubaï ils construisent énormément. C'est la même chose à Bangkok, dans des villes comme ça, ou même Kuala Lumpur d'ailleurs, c'est la même chose en Malaisie. Une très forte construction en Chine également, ils ont cette logique-là. Ils vont construire un maximum et ils vont faire une logique de construisez et les gens viendront. Sauf que à Bangkok, on voit que la majorité des appartements T2, T3, ils sont vides. C'est quand tu passes la nuit, c'est pas allumé. Tu passes devant parce qu'en fait, ils ont construit beaucoup de logements. Des personnes étrangères, notamment des Chinois, ont beaucoup investi en Thaïlande et ne louent pas leurs appartements. Parce que, en fait, il y a trop d'appartements par rapport au nombre d'habitants et des gens qui veulent louer. Donc, c'est dans une logique très long terme et Dubaï, je ne sais pas dans quelle mesure c'est comme ça. Donc, ça demande plus d'études à ce niveau-là. Par contre, tu as une propriété pleine, c'est quand même un bon point. Tu peux emprunter en partie, donc ça peut être aussi intéressant. Tu as des possibilités d'emprunt. Tu as un rendement qui reste, pour l'instant en tout cas, assez intéressant. Alors, ça dépend des régions, bien sûr, et des quartiers. Accessible. Donc, ouais, Dubaï, c'est un endroit qui je trouve assez intéressant. Géographiquement aussi, c'est décorrélé de ce dont on est habitué. D'un point de vue monétaire aussi, ça fait partie corrélé au l'USD. Voilà, ouais, C'est une diversification qui peut faire sens. le problème, c'est la qualité de construction, moi, qui est parfois, je trouve, très inégale. Ça dépend vraiment des buildings. Tu as de tout, Ouais. t'as de tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Surtout ceux qui sont développés dans les terres. Ouais. Il peut y avoir suite à l'investissement que tu réalises, par exemple, dans un immeuble en projet. Derrière, si tu as un autre immeuble En face et tout, qui est en face avec une composition unique de valeur meilleure que celle-ci, tes locataires vont partir pour aller dans l'autre. C'est très fréquent en fait. Vu qu'il y a tout, donc bien zoné, bien ciblé, on en revient à l'emplacement qui est essentiel. la même logique à Bangkok, c'est un peu la même chose. Dès qu'il y a une nouvelle tour qui se construit, qui est neuve, bah, les gens vont partir de l'ancienne, qui est même ne serait-ce que 3 ans, pour aller dans celle qui a 6 mois, quoi, tout simplement, parce que tu as des meilleures infrastructures, tu as une meilleure piscine, tu as une meilleure salle de sport, etc. Pour résumer un peu là, s'il y a 3 critères essentiels qui ont guidé ton choix vers la Lettonie, Ouais. qu'est-ce qui t'a incité à venir ici? Alors, il y a pas mal de points. Le premier, ça a été effectivement le fait que ce soit en Europe, zone euro. Moi, ça, c'est un point qui est quand même assez rassurant. On est en Union européenne, on est en zone euro, on est proche de la France également et d'autres pays occidentaux. On est sur un pays qui est extrêmement sain économiquement, qui est en pleine croissance. Dans les pays les plus croissants de l'Union européenne, c'est ça? En termes de PIB par Ouais, les PIB par habitant, ouais, exact, c'est ça. Donc ça, c'est quand même un point qui est extrêmement important. Un pays qui est plutôt bien géré, en tout cas actuellement, qui est en bénéfice annuel. C'est quand même assez rare aujourd'hui pour un pays de sortir de l'excédent en fait par rapport à un déficit. Prix accessible, on est sur des prix très bas. On est dans une capitale européenne, on est sur des prix qui vont varier entre, je pense, entre 1000 et 3000 euros du mètre carré. Ça va être à peu près ça en fonction des surfaces, des quartiers, etc. Donc ça reste très accessible. Il y a une tension locative qui est présente, hein. Il y a un gros besoin de logement, etc. Donc ça, c'est également des points positifs. Puis voilà, franchement, ça résume plutôt bien. Il y a également une sécurité, je le disais, un point qui est hyper important, il y a une sécurité administrative. On est pleinement propriétaire, il y a un système de notaire. Tout est quand même, enfin, on l'a vu aujourd'hui en allant signer, tout est quand même très carré. Tu as avocat, notaire, c'est quand même très rassurant. Également en cadre anglophone, c'est-à-dire que tout le monde parle plutôt bien anglais, au final, que ce soit l'administration, que ce soit les notaires, les avocats, et ça, c'est également un point qui est rassurant, les agents immobiliers aussi. Donc voilà, toutes ces raisons font que je pense que c'est un bon pari. Moi, je viens ici pour acheter un premier logement. Le but, c'est d'en acheter d'autres par la suite si ça me plaît, si je vois que c'est cool. Ok. Si je vois que c'est intéressant, le but, c'est de continuer comme ça. Et surtout, le dernier point, c'est la possibilité également de lever auprès de la banque. Ça, pour moi, c'est un point qui est super important et je le dis systématiquement dans toutes mes vidéos. Le but, c'est de pouvoir leverage de l'argent auprès de la banque, donc de pouvoir mettre en collatéral des appartements pour pouvoir faire du crédit et en acheter d'autres. Donc, à terme, c'est ce qu'il est possible de faire ici. Et ça, pour moi, c'est important de pouvoir me projeter à long terme sur une possibilité d'emprunter, d'aller faire l'effet de levier. Ici, finalement, assez rare. Trop bien, voilà. Ouais, c'est bien. Ça permet de tester, de consolider et de développer, même si aujourd'hui tu te fais pas grâce au levier. Non, ça fait pas. Là, non, j'ai de cash. C'est une cohérence, mais de se projeter en ayant cette possibilité à l'avenir, c'est quelque chose qui t'incite à venir ici. Puis ces diversifications par rapport, voilà, en ayant aujourd'hui plus de 30 biens en France, bah forcément, j'ai envie aussi de diversifier, d'aller chercher d'autres choses. Encore une fois, c'est une logique qui m'appartient et qui est cohérente par rapport au parcours que j'ai, etc., aux biens que j'ai déjà en France.
Encore une fois, si j'avais 2 appartements en France, je le ferais pas forcément tout de suite, ça semblerait un petit peu. Mais en tout cas, là, il y a une cohérence, il y a une diversification. C'est aussi toujours intéressant d'aller étudier de nouvelles zones, ça donne des idées, c'est stimulant intellectuellement. Voilà, c'est plein de bonnes raisons au final pour rester dans un projet comme ici. Très bien, je suis vraiment heureux de pouvoir travailler ensemble. Et bah, pareil, vous allez le voir passer à mon avis davantage. Ouais. Un mot de la fin à propos de la Lettonie, ce que tu veux. Et ben écoute, en plus venez déjà en Lettonie, venez voir, même juste pour visiter sans vouloir forcément acheter, mais venez voir, c'est une ville qui est magnifique, Riga, c'est une ville qui est superbe, architecturalement parlant, d'un point de vue restaurant, etc., ça n'a rien à envier à beaucoup de pays occidentaux. On s'imagine parfois que des pays moins connus sont moins développés, etc. En fait pas du tout. On est sur, il y a de super hôtels, de super restaurants, de super infrastructures d'ordre général, les gens sont très accueillants, très sympathiques, tout le monde parle plutôt bien anglais, ça c'est également une bonne surprise par rapport à ce qu'on a en France par exemple. Et donc au final, voilà, plein de bonnes choses de découvertes en venant ici. Je vous recommande de venir voir, de vous faire votre propre idée, de vous faire votre propre avis. Et pourquoi pas, par la suite, avancer et puis vous dire de partir sur un premier projet, puis un deuxième, puis un troisième, step by step, toujours petit pas par petit pas. Trop bien, trop bien. Ben, venez, c'est à 3 heures de Paris. C'est à côté. Franchement, c'est Merci Baptiste. Je vous plaisir de travailler ensemble. Et bien pareillement. Découvrez ce monsieur sur Baptiste Perrin ou Stratégie Immobilier, YouTube. Sur YouTube, exactement. Mais je fais une vidéo du coup complète sur Riga où je montre mon acquisition et puis de Marc. Avec Romain, tu vas pareil également la vidéo. Donc si vous voulez voir Romain dans notre contexte, vous pouvez aller voir la vidéo complète où je vais résumer mon expérience ici d'achat, d'analyse de marché de manière un peu plus structurée que dans le podcast où là c'était un peu plus discussion. Voilà. Trop bien. Et merci. Merci. À bientôt. Ciao.